Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. L'économie canadienne se refroidit et les plus récentes données, que ce soit du côté de la croissance économique, de l'emploi ou des faillites au pays, nous le démontrent. Alors on y va tout de suite en regardant les données de la croissance économique au pays. Et oui, comme on s'y attendait, on a eu un trimestre de décroissance pour ce qui est du troisième trimestre de 2023 au Canada, une décroissance qui est de 0,3 %. Alors, certains d'entre vous pourraient penser que ça officialise en fait l'entrée du Canada en récession parce qu'on se rappelle, au deuxième trimestre, on avait eu une légère décroissance qui, lorsqu'arrondi, nous donnait en fait une croissance nulle à 0 %. Or, les données du deuxième trimestre ont été révisées à la hausse, donc on a connu finalement un trimestre de croissance, 0,3 % de croissance au deuxième trimestre. Donc, c'est officiellement le premier trimestre de décroissance au Canada. Je vous rappelle que ça prend 2 trimestres consécutifs de décroissance pour entrer dans une récession qu'on dit technique. Maintenant, lorsqu'on s'en va regarder les données du PIB, eh bien, on apprend que cette décroissance est due essentiellement à une baisse de l'exportation des produits pétroliers qui ont été en baisse au troisième trimestre de 25,4 % alors ces exportations étaient en hausse de 23,9 % au deuxième trimestre. Mais l'élément le plus important et le plus significatif, je dirais, c'est que les dépenses des ménages restent stables. Et oui, lorsque vous allez voir le bilan général du PIB au troisième trimestre, vous réalisez que les dépenses des ménages n'ont pas bougé. Elles stagnent, donc les ménages ont appuyé sur le frein. Ils ne dépensent plus autant qu'ils le faisaient, ce qui nous signale que l'économie est en train de ralentir et que justement, le resserrement de la politique monétaire fait effet actuellement. Et vous le voyez ici, donc la croissance des dépenses qui a seulement augmenté de 0,01 %. Dans une économie comme celle du Canada où le PIB, les dépenses des ménages représentent en fait de 60 à 65 % du PIB, bien sûr, ça a un impact assez important, comme vous pouvez voir. Donc, les investissements ont chuté. Les stocks, l'accumulation de stocks a aussi chuté, ce qui nous laisse à croire que les entreprises anticipent beaucoup moins de demandes dans le futur. On accumule moins de stocks parce qu'on s'attend à répondre à une demande qui est beaucoup plus faible. Les exportations ont chuté et les importations ont cru légèrement. Ce qui a en fait sauvé les meubles, c'est les dépenses des administrations publiques, alors provinciales et fédérales, municipales aussi, qui ont maintenu en fait la croissance, la décroissance du PIB à la hausse. Elle aurait été beaucoup plus prononcée si ces dépenses n'avaient pas été aussi élevées. C'est assez inquiétant parce que les administrations publiques sont déjà en déficit. Par exemple, au fédéral, où on a des déficits de 40 milliards, on prévoit jusqu'à 50 milliards dans le futur. Au provincial aussi, où on a des déficits. Alors que l'économie, jusqu'à tout récemment, était passablement bonne. La croissance était toujours au rendez-vous, etc. Alors, ça nous laisse à penser quel va être le scénario ou l'état dans lequel vont être les finances publiques lorsque l'économie va ralentir pour de vrai. Et si ce ralentissement s'annonce comme étant plus prononcé qu'anticipé, quel impact ça va avoir sur les finances publiques? Parce que alors que l'économie fonctionnait généralement bien, les gouvernements avaient de forts déficits. Alors, si on s'en va en récession, quels seront ces déficits? Est-ce que les déficits vont doubler, passer de 40 à 80 milliards, peut-être même à 100 milliards? C'est quelque chose d'assez inquiétant. Et présentement, ce qui maintient l'économie à flot, ce sont les dépenses publiques. Or, si les gouvernements, justement, qui sont présentement appelés à rationaliser leurs dépenses en raison du fort coût des intérêts qui augmente, bien évidemment, le coût de financement des déficits est de plus en plus important. En fonction de ça, l'économie est appelée à ralentir si les dépenses gouvernementales, elles, sont appelées à ralentir dans le futur, s'il y a cet exercice de rationalisation qui se concrétise du côté, par exemple, du gouvernement fédéral. Mais malgré cela, on anticipe quand même que les déficits risquent de continuer de ce côté-là. Bon, maintenant, si on s'en va voir une autre donnée qui est assez intéressante, qui nous touche peut-être un peu plus personnellement, le PIB par habitant au Canada qui croît à un rythme beaucoup plus faible qu'aux États-Unis, comme on peut le voir depuis le troisième trimestre de 2015 jusqu'au troisième trimestre de 2023. Le PIB par habitant au Canada a cru de 1,6 %, ce qui est famélique, alors qu'aux États-Unis, ça a cru de 14,7 %. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le PIB par habitant? C'est pas compliqué. C'est le PIB total du pays divisé par le nombre d'habitants. Et ça nous indique, c'est une mesure là, assez fiable, un indicateur de niveau de vie essentiellement. Donc, la richesse divisée par le nombre d'habitants nous dit à peu près quelle est la part de gâteau qui revient à chaque individu dans un pays donné. Et au Canada, cette part du gâteau
croît à un rythme beaucoup plus faible qu'ailleurs dans le monde, notamment au sud de la frontière aux États-Unis. Pourquoi? Parce que le pays connaît une croissance démographique historiquement très élevée, donc plus d'1 million de nouveaux Canadiens l'an dernier, et ça continue pour cette année. Ce qui fait que la croissance économique n'est pas aussi forte qu'anticipée. Donc le gâteau croît beaucoup moins vite que le nombre de personnes qui veulent avoir une pointe, ce qui fait que chaque personne finit avec une pointe beaucoup plus petite. Donc essentiellement, ce que ça veut dire, c'est que notre niveau de vie diminue. Et ça risque pas de se rétablir parce que si vous regardez les prévisions de l'OCDE, bien le Canada est un des pays qui devrait avoir la croissance du PIB par habitant la plus faible d'ici 2060. La moyenne de l'OCDE est de 70 %. Pour ce qui est du Canada, on s'attend à 46 % de croissance. Donc, finalement, la part du gâteau qu'on devrait recevoir au cours des prochaines années devrait continuer de diminuer par rapport aux autres pays qui font partie de l'OCDE. Donc, pas de très bonnes nouvelles de ce côté-là. Une conséquence, bien sûr, de l'accroissement de la population qui est beaucoup plus grande que l'accroissement de la richesse au pays. Donc, les gouvernements devraient agir pour faciliter cet accroissement de richesse en peut-être déréglementant certains secteurs de l'économie ou en facilitant la croissance économique, l'investissement, etc. Bref, si on s'en va voir d'autres données qui nous indiquent que justement l'économie au pays ralentit, se refroidit, les créations d'emplois, pardon. Donc, 25 000 créations d'emplois pour le mois de novembre au Canada. C'est pas si mal quand même en croissance par rapport aux 17 500 du mois d'octobre. Le consensus était de 15 000, donc on a dépassé le consensus de ce côté-là. Par contre, si vous regardez du côté du taux de chômage, bien, ça continue de monter. Donc encore une fois, ça nous indique que du côté de l'économie, la création d'emplois, elle est là, mais elle est beaucoup diminuée. Donc là, c'est pas assez pour maintenir le taux de chômage où il était là, autour de 5 % au printemps dernier. Donc, on est à 5,8 % présentement du côté du taux de chômage. Ça continue de monter en hausse de 0,8 % depuis avril. Alors ici, vous avez justement cette courbe là, qui nous montre l'évolution du taux de chômage au courant des derniers mois, des dernières années. Donc, on est passé d'un cru à 5 %, on est maintenant à 5,8 % et on risque de continuer de monter au courant des prochains mois compte tenu que, comme on l'a vu en analysant les données du PIB, bien, l'économie commence à ralentir et c'est pas près de se terminer à mon avis. Maintenant, si vous regardez justement aussi le taux d'emploi qui continue de diminuer. Donc, on a connu un sommet là, juste au début peut-être de 2022. Puis là, le taux d'emploi diminue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a moins de gens à l'emploi dans la population active. Et ça, bien, c'est causé essentiellement par le fait qu'encore une fois, la population croît plus vite au pays que le nombre d'emplois nécessaires. Donc, il y a moins de gens, finalement, qui se retrouvent à travailler. Donc, ça, c'est un autre enjeu que crée justement l'accroissement de la population et le fait que peut-être qu'on restreint trop la création de richesse au pays. Du côté des augmentations salariales, ben là, encore une fois, bonne nouvelle évidemment pour les employés qui ont connu une hausse de 4,8 % par rapport à un an plus tôt sur leur salaire horaire. Par contre, si vous analysez un peu ce qui se passe du côté de la Banque du Canada, des données qui sont surveillées par la Banque du Canada, c'est encore très élevé et je dirais que c'est complètement désaligné par rapport à la cible de 2 % d'inflation de la Banque du Canada. Donc, quelque chose d'assez, pas inquiétant, mais quand même préoccupant pour la Banque du Canada, qui devrait l'inciter à maintenir son taux directeur élevé pendant un certain temps. D'ailleurs, on y revient dans quelques instants. On parle des faillites au pays parce que oui, la pression là, en raison de ce resserrement de politique monétaire est de plus en plus difficile pour de plus en plus de ménages et ça apparaît dans les faillites au pays qui ont augmenté substantiellement par rapport à octobre 2022. Donc, ça, c'est les données d'octobre 2023. Regardez ce qui se passe, par exemple, au Québec, les faillites qui sont en hausse de seulement 3,2 %. Les propositions, alors là, ça, c'est quand quelqu'un est un peu pris à la gorge et propose un arrangement à ses créanciers en hausse de 29 %. Si on s'en va voir à l'échelle du pays, ce qui est quand même assez significatif, là, les faillites en hausse de 5,6 % et les propositions en hausse de 29 %. Donc, quand même 29 122 faillites en octobre 2023 par rapport à 27 577 en octobre 2022. Donc, sans être alarmant, ces données nous démontrent que justement, les ménages ont de plus en plus de difficultés, du moins plus qu'ils en avaient l'an dernier. Il faut dire que l'an dernier, évidemment, les taux d'intérêt n'étaient pas aussi élevés qu'ils le sont aujourd'hui. Donc,
avec les taux d'intérêt élevés, ça met beaucoup de pression sur les gens qui ont des marges de crédit, marges hypothécaires, qui ont des hypothèques à taux variable ou qui doivent renouveler leur hypothèque. Et ça explique probablement la raison pour laquelle les faillites sont en hausse cette année. Et ça risque aussi de se continuer tant et aussi longtemps que les taux d'intérêt vont rester élevés, tant aussi longtemps que le coût de l'argent va rester élevé. Maintenant, décision de politique monétaire de la Banque du Canada. Qu'est-ce que la Banque du Canada va faire? Parce que la prochaine décision, et c'est la dernière décision de l'année, eh bien, c'est ce mercredi. Et c'est ce mercredi qu'on va en parler. D'ailleurs, en terminant cette vidéo, laissez-moi savoir ce que vous pensez du ralentissement économique au pays et de quelle va être la décision de politique monétaire de la Banque du Canada ce mercredi. Ça fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.